On retrouve maintenant avec plaisir Camilla Rodriguez, CA, qui est avec nous pour son dossier d'actualité de la semaine. Camilla, bonjour. Bonjour. Re-bienvenue au bulletin. Merci. Alors, on a parlé tout juste il y a quelques instants avec Julie Favreau du Collège néoclassique, donc une forme d'éducation un peu différente, un peu alternative. Et on va aborder aujourd'hui avec vous les différentes écoles alternatives qui voient dans le fond l'éducation peut-être d'une façon non conventionnelle. Exactement. Tout d'abord, il y a les écoles alternatives qu'on appelle les écoles alternatives, disons, traditionnelles, si on peut utiliser ça comme terme, qui sont regroupées sous la REPAQ, donc regroupement des écoles alternatives du Québec. Puis, il y en a 32 au Québec, 9 à Montréal. La plupart sont des écoles primaires. Il y en a quelques-unes qui sont secondaires. Puis, c'est vraiment des écoles qui ont, comme vous disiez, une philosophie différente. Il y a plusieurs philosophies qui se côtoient. Il y a des écoles à pédagogie ouverte, donc d'autres où est-ce que, dans le fond, les étudiants sont invités à aller chercher leur apprentissage, mais au travers de projets, donc de production matérielle. Donc, plutôt que d'avoir des cours magistraux plus traditionnels, d'ailleurs. Exactement. Puis, donc, c'est vraiment une philosophie qui est mise sur l'auto-formation, sur, disons, l'autonomie, quoi. Puis, qui va aussi, dépendamment des philosophies aussi d'éducation, mais beaucoup mettre les enfants en contact avec des jeunes d'âge, oui, similaire, mais pas la même tranche d'âge comme on est habitué. Donc, on peut avoir des 6-9 ans ensemble, 9-12 ans. Puis, ça vise encore une fois à ce que les jeunes soient en contact avec d'autres personnes, puis puissent grandir de manière différente. Donc, voilà, aider aussi à la socialisation de tous ces gens-là. Au-delà de ces écoles traditionnelles-là, nos téléspectateurs l'ont certainement constaté, on voit une prolifération depuis plusieurs années dans les écoles publiques de différents programmes particuliers qui sont offerts. Présentez-nous quelques-uns de ces programmes-là. Bien, il y a le programme Sport-études qui est très connu. Pas tous les programmes qui se veulent sport-études le sont. C'est une autorisation, c'est une appellation contrôlée, disons. OK. Puis, donc, qui permettent à des étudiants de pratiquer du sport, d'avoir plus que 2 ou 4 périodes d'éducation physique au 9 jours, donc, et de faire plus de sport. Ça s'adresse aux sportifs, en fait, disons aux sportifs presque professionnels, dans le sens que il faut que la fédération sportive où l'élève fait du sport passe un accord avec l'école ou avec la commission scolaire pour que, dans le fond, le matin, habituellement, c'est comme ça que c'est organisé, le matin, l'élève a des cours traditionnels, français, anglais, mathématiques. Puis l'après-midi, va poursuivre son entraînement et ce, 5 fois par semaine. Donc, c'est vraiment un accord entre la fédération sportive, donc l'élève doit être reconnu par la fédération sportive et l'école. Donc, c'est au-delà des concentrations sportives qu'on voit dans les écoles où ce ne sont pas nécessairement des athlètes de pointe. Exact. OK. Au-delà de ça, il y en a d'autres aussi. Oui. Il y a, en fait, c'est pas totalement c'est pas un type d'école qui est différente, ce sont les élèves qui sont différents. On parle des élèves, des surdoués. Surdoués qui est qui amène une problématique tout entière dans l'éducation parce que c'est des élèves qui ont besoin d'être stimulés intellectuellement à un autre niveau, puis qui souvent se retrouvent dans des écoles, dans des classes normales, à s'ennuyer. Et qui dit un enfant qui s'ennuie, dit un enfant qui dérange. Donc, ça pose... Ou un candidat au décrochage. Exactement. Il y a énormément d'échecs scolaires. Je lisais qu'une étude française qui disait que 70% des surdoués sont en position d'échec à cause, donc, dans le fond, du manque de stimulation. 2%, les surdoués, c'est environ 2% de la population. Il y a des groupes qui existent. Vous connaissez peut-être le Mensa? Oui, les Mensa, oui, tout à fait. Donc, c'est 2% de la population. Peu importe le groupe d'âge, peu importe le revenu, c'est vraiment 2% d'une population donc suite à un test de QI, qui peut se regrouper ensemble, qui peut entrer dans ce club-là, qui vise en fait... Qui font entre autres des activités sociales, des choses comme ça. L'objectif, c'est de donner un environnement qui est le plus stimulant possible pour l'enfant, mais il y a certains parents qui font le choix de ne pas envoyer leur enfant à l'école et de faire l'école à la maison. Oui, l'école à la maison. On voit ça assez rarement. Ça existe au Québec. C'est tout à fait légal. En fait, on peut retirer son enfant de l'école publique à n'importe quel moment de l'année ou même de l'école privée, peu importe. Donc, on peut retirer l'enfant de ce circuit-là. Il faut donc seulement la marche à suivre, c'est
contacter l'école, la commission scolaire, les aviser, puis avec eux, donc leur envoyer une lettre d'intention. Puis avec eux, voir quelle est la marche à suivre. Donc, quels sont les manuels qui pourraient être utiles pour l'enfant au cours de l'année. C'est sûr qu'au niveau primaire, on n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir enseigner, un expert dans une matière en particulier. Quoiqu'avec tous les changements de terminologie qu'il y a eu dans l'enseignement de la langue française, il y a peut-être des choses, il y a peut-être une mise à jour que certains parents ont besoin d'avoir. C'est peut-être pas faux, mais en effet, 1 + 1 donne toujours 2. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Puis il y a des groupes de soutien qui existent pour les enfants qui sont scolarisés à la maison. Un des grands questionnements qu'on se fait avec les enfants qui vont à l'école à la maison, c'est la question de la socialisation. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas en contact avec d'autres enfants de la même manière que ceux qu'on est habitué de voir peut socialiser de la même manière? La réponse est oui, évidemment, à travers d'autres groupes, des groupes communautaires, à la bibliothèque. Donc, il suffit d'inscrire l'enfant à d'autres groupes. Puis, il y a des organisations, des associations québécoises pour les études à domicile. Donc, il y a vraiment un réseau qui existe. C'est ça. Il y a un encadrement qui est offert aux parents qui veulent que leur enfant fasse l'école à la maison. C'est ça. Donc, voilà. Camilla Rodriguez, CA, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Merci.